Bonjour, je m'appelle Ramatia, je suis scénariste, metteur en scène, productrice sénégalaise et mauritanienne et depuis 2 ans j'interviens en tant que sélectionneuse à la Berlinale dans la section Panorama. Alors mon film s'appelle Zion Music. C'est un long métrage documentaire qui a pour ambition de retracer l'histoire politique, historique et spirituelle du reggae sur le continent africain de 1981 à aujourd'hui. Alors parce que j'ai été bercée par la musique d'Alpha Blondy, de Lucky Dubé, et que c'est grâce à ces chanteurs, comme Toots and the Maytals, bien entendu Bob Marley, Jimmy Cliff, que j'ai appris le sens du mot politique, que j'ai découvert qui était Houphouët-Boigny, qui était Marcus Garvey, qui était Haïlé Sélassié, qui avait créé l'ONU, etc. Donc en fait, le reggae était une musique très importante au sein de ma famille, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Et c'est vraiment par cette musique que j'ai appris l'histoire politique du continent et des afrodescendants. Et par ailleurs, plus tard, dans ma vie intime en tant que cinéaste, quand j'ai eu des moments durs dans ma carrière, dans ma vie personnelle ou intime, j'écoutais du reggae. Et ça m'a toujours en fait donné ce supplément de force. Et c'est pour ça aussi qu'il est très important de préciser que le reggae est une musique spirituelle. Et je pense que c'est cette singularité-là qui fait qu'elle touche tous les continents dans le monde. Et c'est ça que j'aimerais en fait essayer de faire ressortir dans mon film documentaire. Complètement. Pour les néophytes, en fait, il y a souvent une assimilation qui se fait entre rastafarisme et reggae. Or, en fait, le reggae est une musique de bullhead, de chauve, de gangster, de Kingston, qui dealait de la drogue, pour enregistrer des chansons dans les sound systems, pour chanter dans les sound systems, etc. Et le premier à avoir chanté du reggae, en réalité, c'est Toots and the Maytals, avec sa chanson 54, 56 was my number. Pick it up, mister! Yeah, what I said, so, yeah. Yeah, no, yeah. Get your hands in the air, sir! Et là, il parle bien en fait de son expérience personnelle, comment il a été emprisonné dans les prisons de Kingston. Et le rastafarisme naît dans les années 40. Il a été créé par Lee Percival Howell, un Jamaïcain, et Marcus Garvey, son compatriote jamaïcain. Et en fait, tous deux travaillaient dans des bateaux en tant que manœuvre, puisqu'à l'époque, la Jamaïque, elle était sous domination coloniale britannique. Et il y avait un système d'apartheid, comme en Afrique du Sud. Donc les Noirs, ils ne pouvaient que travailler majoritairement en fait, dans les bateaux. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télé, il y avait très peu accès aux journaux. Et les bateaux étaient les moyens de communication en fait, entre les livres, les pensées, les idéologies. Et eux sont allés jusqu'en Russie. Juste après la révolution russe, ils sont aussi allés à Paris au moment du surréalisme, du dadaïsme. Ils sont aussi allés dans les Caraïbes, dans d'autres pays comme Cuba, l'Amérique du Sud. Et ils ont créé une utopie qui est à la fois dadaïste, communiste, écologique et spirituelle. C'était non seulement à l'avant-garde, mais il est très important de se rappeler de cette histoire parce que lorsqu'il retourne en Jamaïque, Marcus Garvey, lui, va poursuivre aux États-Unis. Et c'est là où il va créer avec Web Du Bois ce mouvement de retour sur le continent africain. Et c'est ce mouvement-là qui va financer des bourses pour des gens qui vont devenir les leaders de l'Afrique indépendante, comme Jomo Kenyatta. Il a bénéficié d'une bourse qui a été créée à la base par Marcus Garvey et son association. Donc c'est un mouvement qui va au-delà, je dirais, juste du rastafarisme et qui a permis aussi au mouvement de la négritude par la suite de voir le jour. Lee Percival Howell, lui, est resté. Il est resté en Jamaïque et il a développé plus la branche spirituelle, en rencontrant aussi, parce qu'il y a beaucoup de Jamaïcains qui étaient d'origine indienne et donc qui avaient emmené avec eux la spiritualité hindoue. Donc il y a cette rencontre-là, il y a cette synergie-là et ils créent cette communauté qui vit en autarcie
avec l'égalité, je dirais, des moyens de production. Il n'y a pas de monnaie, où tout le monde cultive pour tout le monde, où ils sont dédiés à l'art, la culture, la musique et la spiritualité. Et ils vont être chassés du gouvernement d'apartheid blanche de la Jamaïque à la fin des années 60. Et Lee Percival Dowell, qui va être emprisonné, va dire à ses disciples de prêcher cette bonne parole partout sur l'île. Et c'est ainsi en fait qu'ils vont aller où? Vers la musique. Parce que pour avoir un impact dans une société où il n'y avait pas de télé, où les gens lisaient très peu, et ben c'est par la musique que l'information se faisait. Donc c'est comme ça en fait que le rastafarisme rencontre le reggae. Ça c'est sur la Jamaïque. Oui. Mais sur le continent africain, Haile Selassie, au sorti de la guerre, va demander en 1948 à tous les afrodescendants de retourner sur le continent. Et il leur offre une terre qui aujourd'hui est ce qu'on appelle Chachamané pour qu'ils puissent s'installer là-bas. Et ceux qui vont venir en masse, ce sont justement les disciples de Lee Percival Dowell en Jamaïque, ces Rastas qui vont vraiment faire le retour que Marcus Garvey a toujours prédit mais qu'il n'a jamais fait, et ils vont partir là-bas. Sauf que quand Mengistu arrive au pouvoir, il les chasse parce qu'ils n'ont jamais obtenu de nationalité. Donc ces gens vont se battre pendant des décennies entières pour obtenir la nationalité éthiopienne, et ça ne fait que depuis moins de 5 ans que certains d'entre eux ont pu l'obtenir. Il faut savoir que la plupart ont été massacrés sous le régime de Mengistu. C'est pour ça que dans mon film, je vais à la recherche d'une jeune musicienne de cette communauté-là pour aussi questionner c'est quoi être afrodescendante, revenir sur son continent et ne pas appartenir tout en étant. L'association du reggae est déjà la figure emblématique, iconique de Bob Marley. Elle est faite par l'industrie blanche européenne. Il ne faut pas non plus l'oublier. C'est un prophète pour beaucoup, et j'entends et je comprends, les paroles de Bob Marley m'ont beaucoup aidé, mais maintenant pour moi, il s'agit toujours de déconstruire les figures emblématiques qui ont été aussi poussées par les Occidentaux et de rendre à César ce qui lui appartient. Et ce n'est pas Bob Marley qui a créé le reggae, c'est toute celle de Metals qui est décédé il y a moins de 2 ans. Après, celui qui l'a vraiment exporté, c'est Jimmy Cliff, avec un film qui s'appelle The Harder They Come, et qui a permis à ce que le reggae en fait soit connu internationalement. Et c'est suite à cela qu'il y a eu un intérêt de ces majors comme Island Records, qui est un Anglais qui avait vécu en Jamaïque et qui est parti à New York, Chris Blackwell, qui a fondé ce record, qui s'est tout d'un coup intéressé effectivement au reggae en produisant Bob Marley. Mais il ne faut pas non plus oublier Lee Scratch Perry, qui est un génie fondateur du reggae, mais du dub, de la musique électronique, du punk, et lui aussi vient de Jamaïque, et lui aussi est un précurseur de cette musique-là. Et moi, mon objectif, c'était justement de partir de la date de 1981, lorsque Bob Marley va au Zimbabwe, en ex-Rhodésie, pour l'indépendance de la Rhodésie. Et ce qui se passe, c'est que Bob Marley a soutenu Mugabe lorsqu'il était encore un révolutionnaire, je dirais, vertueux, qui avait vraiment des ambitions décolonialistes, qui voulait emmener la démocratie dans son pays. Donc on ne le sait pas, mais il l'a soutenu. Et du coup, Mugabe, pour le remercier, l'invite. Et lorsque Bob Marley arrive, il y a toute une foule de dignitaires, il y a Prince Charles, il y a tous les Occidentaux contre lesquels eux se battaient, qui sont conviés, et le peuple zimbabwéen n'a pas été convié. Il était à l'extérieur, dans des grilles. Et ça, c'est très symbolique aussi de ce qui allait arriver dans ce régime-là. Et donc Bob Marley commence à chanter avec les Wailers. Et à ce moment-là, forcément, le peuple qui entend cette chanson Zimbabwe, que Bob Marley a chanté lorsque encore la Rhodésie s'appelait Rhodésie, eh bien, il y a un mouvement qui se fait et la population veut aller voir Bob Marley, veut aller voir le stade. Et là, la police, l'armée se met à leur tirer dessus. Donc, ils interrompent le concert et ça, on ne le sait pas, mais c'est que 2 jours après, Bob Marley va donner un concert gratuit pour les Noirs, la population noire. Et je pars de cet acte fondateur. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il y a un autre chanteur
un jeune chanteur qui rêve de faire du rock, qui est dans un asile psychiatrique à Bingerville, qui s'appelle Alpha Blondy, et il y est depuis 2 ans, et il entend ça à la radio. Il entend ce qui s'est passé, et il dira à ce moment-là que Dieu lui a parlé. Et 2 semaines après, il sort de cet asile psychiatrique. Et moi, je l'ai visité, cet asile psychiatrique-là, c'est un mouroir. Donc, sortir de là, c'est quasiment impossible. Et donc, il sort. 2 semaines après, il a la chance de rencontrer Fulgence Cassi et d'autres qui vont vraiment l'aider, l'accompagner à enregistrer ses premiers 4 titres qu'il chantera à la RTI d'ailleurs. Et là, ça va commencer. Je crois qu'il y avait Bintuere, il y avait The End, et il y avait 2 reprises, notamment de Burning Spears qu'il avait fait, figure très importante aussi dans le reggae. Et donc c'est vraiment cet élément fondateur qui fait qu'Alpha devient un chanteur de reggae. Et c'est de là où je pars et je raconte cette épopée jusqu'à maintenant. C'est un film qui coûte cher pour deux raisons. C'est qu'on peut dire qu'il y a un quart du film qui est quand même fait grâce à des archives. Et après, il y a les droits musicaux qui coûtent excessivement cher. Maintenant, j'ai aussi pris le parti pris, moi, par exemple, pour Lucky Dubé, il est décédé en 2007. Je suis quand même partie en Afrique du Sud, filmer les traces et filmer son ex-productrice, sa PR, qui l'a accompagnée durant sa carrière. Et pour chacun, en fait, j'ai choisi un angle. Pour Lucky Dubé, je suis vraiment restée sur comment on est professionnel en Afrique du Sud sous l'apartheid et comment on collabore avec une femme blanche sous l'apartheid. Pour Alpha Blondy, je reste vraiment sur l'aspect, je dirais, mystique, parce que c'est quelqu'un qui a embrassé le monothéisme dans toutes ses formes, que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme. Et ça a vraiment impacté sa musique. Il a plus de 50 titres à la gloire de Dieu quand même. Et je dirais pour l'aspect plus politique, je filme Tikenja qui s'est exilé au Mali durant le conflit parce qu'on voulait l'assassiner tout simplement, qui lui a toujours eu une parole très politique. Et il a mis, je dirais, en retrait sa spiritualité, en tout cas dans sa manière de communiquer sa musique. Et c'est quelqu'un qui, pour ma génération, est extrêmement fondateur. À cette époque-là, il n'y avait pas de hip-hop. Nos gouvernements nous mentaient, les journalistes n'avaient pas l'audace et le cran, les intellectuels avaient démissionné et c'est vraiment un chanteur comme Tikenja qui a été la voix des sans-voix, qui osait dire à mon président Wade, quitte le pouvoir, pas de 3e mandat, etc., etc. Et on a besoin de cette véracité-là. Et ces musiciens sont plus que des musiciens, c'est plus que des porte-voix, c'est vraiment des relais politiques pour les populations qui ont été abandonnées par leurs élites politiques et intellectuelles. Et à côté de ça, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de dire que cette musique est singulière parce qu'elle a une base spirituelle. Et cette base spirituelle, elle vient du continent. Même le rastafarisme tire cette spiritualité de la spiritualité du continent. Et cette spiritualité-là, on peut l'appeler animisme, on peut l'appeler syncrétisme, on l'appelle comme on veut, mais c'est notre culture originelle précoloniale. C'est cette richesse-là que je veux faire transpirer dans le film. Donc ce ne sera pas un film musical classique, il sera très contemplatif. Un chanteur comme Lucky Dubé appartenait à l'église Shembe, qui est une église syncrétique zoulou et chrétienne. Ils n'ont pas de temple. Ils prient dans des espaces ouverts, à ciel ouvert. Ils ont vraiment gardé leur religion zoulou. Et ils ont fait un mélange qui leur appartient. Ils sont tous habillés en blanc. C'est magnifique. Ils participent aussi à la vie de la communauté. Donc, on rentre vraiment dans ce qu'est la spiritualité. Pareil pour les Chachamane en Éthiopie. Pareil pour Alpha Blondy qui aujourd'hui s'est retourné vers la religion musulmane. Et même un chanteur comme Tikenja, j'ai essayé de comprendre en fait cette dimension spirituelle. Parce qu'il parle beaucoup de spiritualité comme les Rastas. On n'est pas dans la religiosité,
On est vraiment dans la spiritualité. Cet aspect spirituel est la seule chose qui, quelque part, peut nous transcender en réalité, peut nous unir, parce que c'est celle qu'on a en réalité en commun. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais faire transpirer dans mon film. Très bien, mais c'est un beau projet en tout cas. Merci beaucoup, Rama. On a hâte de voir le résultat. Merci beaucoup.